Les défis de la transition énergétique. Une émission proposée par FedExpert sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette 4e émission de débat sur ce chantier du siècle qu'est la rénovation énergétique. Avec notre partenaire FedExpert, nous allons parler bien sûr de cet outil majeur, comme nous le faisons dans toutes les émissions, de la rénovation énergétique, le diagnostic de performance énergétique, plus communément appelé le DPE. Aujourd'hui, une émission exceptionnelle consacrée à la formation des diagnostiqueurs immobiliers, des professionnels qui sont en première ligne pour garantir la fiabilité du DPE, outil clé de la rénovation énergétique. Mais avant d'exercer, ils suivent un parcours rigoureux, encadré, exigeant, et c'est ce que nous allons décrypter avec nos invités qui sont Henri Buzy-Cazot, président de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Bonjour Henri. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous. Vous êtes également membre du Conseil national de l'habitat, et ça, son importance par rapport à quelque chose que l'on va évoquer tout à l'heure. Voilà, petit teasing pour le signaler. Avec nous également Karine Briganti. Bonjour. Vous êtes responsable de formation chez Wedge Institute. Vous nous en direz un mot également tout à l'heure. Farah Madassi nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Farah. Vous êtes ancienne étudiante justement à Wedge Institute et aujourd'hui fondatrice de Diagnova. C'est comme ça qu'on dit. C'est parfait. Merci à vous. Et bien sûr avec nous Fares Moueb, certificateur post-formation chez FedExpert. Bonjour Fares. Bonjour à tous. Merci d'être là également. Donc un superbe casting pour ce 4e numéro de cette coproduction Radio Imo et FedExpert. Les défis de la transition énergétique, épisode numéro 4. C'est parti. Les défis de la transition énergétique, FedExpert. Alors Henri, je le disais en introduction, vous êtes le président de l'Institut du Management des Services Immobiliers, vous êtes également membre du Conseil national de l'habitat, vous avez été rapporteur à ce titre d'un rapport sur la formation. Alors pourquoi ce sujet revient-il aujourd'hui avec autant d'acuité dans l'actualité ? D'abord, cette profession, elle est devenue, dans la chaîne de valeur, absolument essentielle, cardinale. Et on l'a pas vu venir. Il faut se rappeler que le premier diagnostic, on l'appelait même pas comme ça, hein, c'était le mesurage de Carrez, on est en 97, et à partir de là, naissent une succession d'obligations pour une transparence, en fait, technique des biens achetés, loués. Tout ça étant souhaitable pour le consommateur, pour les professionnels. Et une profession se crée de manière spontanée. Le diagnostiqueur immobilier. Et finalement, on trouve au début qu'elle est un peu parasite, parce qu'elle vient répondre à des obligations. Ces obligations, à la fois, on les trouvait formidables, et puis bon, elles avaient un coût. Elle venait dire la vérité sur les biens, et la vérité n'est pas toujours bonne à dire. Elle était nécessaire à un moment donné. Mais elle était évidemment nécessaire, elle le reste, elle le sera de plus en plus. Il y a aujourd'hui plus d'une dizaine de diagnostics, eh bien, je suis sûr qu'on en rajoutera, et au fond, tout ça est bien. Simplement, cette profession, elle ne s'est pas construite, ça n'a pas été anticipé. Des femmes et des hommes ont répondu à ce besoin. Alors, des formations courtes sont apparues, un phénomène de reconversion pour beaucoup de personnes qui faisaient une autre activité avant, éventuellement proche, soit dans le domaine du bâtiment, soit dans le domaine de l'immobilier. Et à l'arrivée, une profession qui... un peu droit de vie et de mort sur les biens, avec notamment le diagnostic de performance énergétique. S'il n'est pas bon, on ne peut pas louer son bien, par exemple, ou la valeur va être dégradée. Et les pouvoirs publics et la profession, tout d'un coup, se disent mais il faut incontestablement rehausser le niveau, il faut que tous les opérateurs soient fiables totalement, même s'il peut y avoir des défauts dans la cuirasse, dans toutes les professions, mais il faut collectivement qu'il y ait une exigence majorée. Donc la précédente ministre du Logement, Valérie Létard, et ça a été confirmé par l'actuel, Vincent Jeanbrun, ont souhaité qu'un regard extérieur, je ne suis pas diagnostiqueur, je suis évidemment dans la famille professionnelle, mais qu'un regard extérieur soit porté sur le dispositif actuel de formation, et surtout, c'était le mandat initial, il a été élargi, mais sur des formations initiales de haut niveau, d'enseignement supérieur en clair, un post-bac, qui pourraient dessiner la profession de demain ou d'après-demain.
Il était temps quand même de s'en occuper. Depuis 97, vous disiez, jusqu'à 2025, et il s'est passé quand même beaucoup de temps. Oui, bien sûr, mais c'est en fait très court. Cette profession, elle a une vingtaine d'années, un petit peu plus. C'est une génération. Toutes les professions dont on parle quand on veut les améliorer, les agents immobiliers, les administrateurs de biens, par exemple, il y a encore un décret à paraître sur la formation, ou toutes les autres professions, elles sont beaucoup plus anciennes. Elles ont 40, 50, 60 ans, par exemple les professionnels de l'immobilier. En gros, les professions sont structurées après-guerre. Donc voilà, années 50, et à l'inverse, années 2000 pour le diagnostiqueur. Jeune profession. On critique souvent le DPE. Bon, c'est un peu normal en même temps, je dirais, parce que quand c'est une obligation, c'est toujours quelque chose que l'on a envie de critiquer. Oui, puis alors, on confond deux choses. Mais c'est très bien si la profession est de plus en plus crédible et qu'elle peut de plus en plus être écoutée des pouvoirs publics. On confond aussi des outils qu'on met dans les mains des diagnostiqueurs. Le DPE, c'est pas le diagnostiqueur qui en fait l'algorithme, qui fabrique l'outil. Il l'utilise. Alors, il faut qu'il sache l'utiliser, qu'il soit rigoureux, qui soit intègre, qui ne cède pas à des pressions, par exemple. Ça, c'est clair. Et tout ça, ça s'apprend. Ça s'appelle un métier. Mais après, les outils eux-mêmes, est-ce qu'ils sont bien conçus ? Le DPE, par exemple, on n'arrête pas de l'améliorer. Enfin, à mes yeux, de l'améliorer. Mais de le retoucher, ça prouve bien qu'on réalise que on n'avait pas prévu certaines situations techniques, les petites surfaces, par exemple, que on avait été excessivement dur par rapport à nos voisins sur l'appréciation de l'électricité. Bon, voilà. Et on le retouchera sans doute encore, mais il faut que ce soit fait à l'écoute des professionnels. Au début, quand on a conçu ce DPE, il y a ici des professionnels de la filière, eh bien, on n'a pas écouté ces professionnels-là. Ça s'est fait un peu en laboratoire. Comme souvent dans pas mal de métiers. Oui, ça s'est fait en laboratoire. L'administration a cru bien faire, mais voilà, aujourd'hui, la profession, si elle est aussi plus crédible, on l'écoutera systématiquement quand on fabrique un outil à vocation diagnostique ou une obligation ou je ne sais quelle réglementation. Donc aujourd'hui, on s'intéresse véritablement au parcours de formation du diagnostiqueur. Karine, je le disais, vous êtes responsable de formation chez Wedge Institute. Concrètement, quelles sont les grandes étapes d'une formation de diagnostiqueur aujourd'hui ? Alors, une des premières étapes, c'est déjà le rôle de l'organisme de formation, dans le sens où c'est lui qui va construire déjà le parcours pédagogique, et si je vais encore plus loin, déjà construire le référentiel de compétences. Donc une fois que tout ce référentiel de compétences est mené, en analysant les situations de travail, en rencontrant les professionnels justement sur le terrain, en échangeant avec les apprenants, les stagiaires et divers acteurs, on construit un référentiel de compétences qui va être capable de répondre déjà aux attentes et aux besoins du marché, de la profession, mais aussi aux besoins des apprenants qui sont aujourd'hui dans un futur parcours. Ensuite vient la construction du parcours pédagogique, être capable justement de répondre à toutes ces contraintes réglementaires, ces référentiels de compétences pour pouvoir former les futurs diagnostiqueurs à la réalité du terrain. Ça va vraiment être la première étape. Quand ils rentrent ensuite dans le parcours, ils vont d'abord commencer par toutes les bases théoriques. Comprendre comment un bâtiment se construit, comment il consomme son énergie. Il va devoir, dans un premier temps, comprendre tous les contextes et fondamentaux du bâtiment, les différentes pathologies, les systèmes, etc. Une fois qu'il aura compris un petit peu ce système-là, il va passer à ce qu'on va appeler le cœur du métier, c'est-à-dire apprendre à réaliser les diagnostics immobiliers, que ce soit là aujourd'hui on parle du DPE, mais on va au-delà du DPE, c'est aussi les diagnostics amiante, c'est aussi le diagnostic plomb, gaz, élec, et donc là on va leur apprendre le cœur du métier, c'est-à-dire comment on va réaliser un diagnostic immobilier, comment sur le terrain on va apprendre à faire ces mesures, à récolter les données, et on parlait tout à l'heure des différents outils, ça va être comment utiliser les logiciels qui sont mis à disposition. Donc ça, on va dire, ça va être la deuxième étape. Et on va mettre un point d'honneur sur la pratique professionnelle qui, aujourd'hui, est un élément essentiel pour pouvoir justement construire un parcours proche de la réalité du terrain et que les futurs diagnostiqueurs soient confrontés
déjà dans un premier temps à ce qui va réellement se passer. Et on encourage vivement également à réaliser des stages d'immersion en entreprise pour là aller justement suivre les professionnels et se rendre compte davantage de ce qui peut se passer. Oui, parce que c'est un métier de terrain avant tout. Tout à fait. Donc ça, c'est important, bien sûr. Ouais. Et ce qui va être aussi important, c'est qu'on ne forme pas un diagnostiqueur immobilier en quelques jours. Il faut vraiment... J'allais vous poser la question, ça dure combien de temps la formation ? Alors, tout va dépendre un petit peu du parcours que l'apprenant va choisir, parce que l'objectif, c'est aussi de répondre à leurs besoins. Donc, en fonction de leurs souhaits, s'ils veulent se mettre à leur compte, devenir indépendants, s'ils veulent être salariés, les cycles de formation vont différer quelque peu. Ils peuvent être d'une quarantaine de jours sur un format très court, jusqu'à des formations qui peuvent aller jusqu'à 5-6 mois, en fonction de vraiment ce qu'ils veulent vraiment mettre en place. À l'issue du parcours également, ils vont passer un titre RNCP de niveau 5, donc un équivalent Bac+2 de diagnostiqueur immobilier, qui va permettre à un moment donné de valider les compétences qu'ils ont pu acquérir au fur et à mesure de leur parcours de formation. Donc c'est très complet, hein. C'est très complet, très sérieux, évidemment. Tout à fait. Bien sûr. Alors, Fares, vous, je le disais en début de cette émission, vous êtes certificateur post-formation. Et justement, en tant que certificateur post-formation, que garantissez-vous à travers les évaluations que vous supervisez ? Alors déjà, il faut comprendre qu'aussi un diagnostiqueur aujourd'hui, comme on le disait tout à l'heure, lui, il apprend, il est vraiment au démarrage de son exercice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la réglementation impose une formation avec des durées obligatoires qui sont définies par arrêté ou par décret. Et ensuite, on lui impose ce qu'on appelle les examens de certification théorique et pratique. Donc, on va dire que déjà, tout au long de son cursus de formation, il sera déjà évalué ce qu'on appelle en sortie. Donc, il va passer toutes sortes d'examens en théorie et en pratique. Et une fois ces examens acquis, il se verra délivrer un certificat qui, lui, sera valable à l'origine 7 ans. Mais ce que le peuple c'est bien doit... 7 ans, parce que j'ai l'impression que c'est un peu long, quand même, finalement. En fait, à l'époque, c'était 5 ans. Et les diagnostiqueurs ont plaidé un petit peu pour que ce soit rallongé, parce qu'on va dire 5 ans, ça passe très vite. Parce qu'au final, quand dans votre année d'exercice, la première année, c'est là que vous acquérez un peu plus d'expérience. La deuxième année, c'est là que vous commencez à travailler concrètement, à bien comprendre votre métier. 3-4e année, on se renforce. Et en 5e année, on repasse sur le grill à l'époque. Il fallait repasser déjà un examen et vous avez un peu le coup près. Donc, en fin de compte, votre vie professionnelle, vous l'organisez plus autour des échéances et des examens qu'à apprendre le métier. Ça crée un stress un peu supplémentaire. Donc là, on a eu un régime transitoire qui permettait de faire ce qu'on appelle une prorogation de certification, de proroger de 2 ans pour aller justement à ces 7 ans. Et après, aujourd'hui, à partir du nouvel arrêté qui a été promulgué, on est parti sur une référence de 7 ans. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 7 ans, aujourd'hui, il y avait des contrôles, ce qu'on appelle obligatoires, concernant le diagnostiqueur, donc des contrôles à la fois documentaires et de terrain, mais suite aux derniers textes qui ont été publiés, viennent s'ajouter à cela aujourd'hui ce qu'on appelle des formations continues obligatoires, pour faire justement le suivi longitudinal du diagnostiqueur au cours de sa formation, parce que les règles changent. Aujourd'hui, c'est comme des fois quand on voit sur débat public, des personnes disent mais il faudrait repasser le permis de conduire, parce qu'il y en a qui ne comprennent plus certaines lois, il y en a qui sont plus à jour, il y en a ils s'affranchissent des règles du code, etc., parce qu'il est plus en tête, des fois volontaire ou des fois involontairement, parce qu'on s'en souvient plus, et de refaire des mises à jour des connaissances. Et là, c'est justement le renforcement de ce parcours, dire que, comme disait tout à l'heure Henri, les règles changent, le DPE par exemple, prend son exemple, évolue, les réglementations évoluent, donc on doit aussi s'assurer que le diagnostiqueur, au cours de son cycle, se forme au fur et à mesure, au fil de l'eau, des évolutions réglementaires et éventuellement de logiciels, de l'outil, avec les derniers ajustements qui ont été faits, notamment au niveau du coefficient électrique. Donc il y a pas mal de modules techniques. Donc, exactement. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment des contrôles longitudinaux. Donc en fait, quand au bout de la première année, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle un contrôle documentaire. Donc le diagnostiqueur, il envoyait ses rapports d'intervention des différents diagnostics pour lesquels il a été réalisé. Mais aujourd'hui, par rapport aux nouveaux textes qui ont été publiés, on a mis en place ce qu'on appelle un contrôle sur ouvrage directement. Parce qu'en fait, on jugeait aussi de la première année que quand le diagnostiqueur faisait des rapports d'intervention, on jugeait entre guillemets éventuellement que sur ses rapports et non pas sur sa pratique réelle. Donc on n'était pas sur le terrain pour voir si ses rapports étaient en adéquation avec ce qu'il avait renseigné dans son rapport. Donc là, on est passé ce qu'on appelle sur un contrôle sur ouvrage pour justement aller directement avec lui sur une visite terrain. L'examinateur va examiner justement tout
toutes les catégories, notamment au niveau sur le diagnostic, que ce soit par exemple le DPE, sur toutes les catégories d'actions où il doit prendre ses mesures, les rentrer en logiciel, voir le compte rendu qu'il va faire, éventuellement proposer ce qu'on appelle des mesures d'amélioration du logement, avec par exemple préconiser ce qu'on appelle les isolations supplémentaires ou des outils énergétiques plus performants. Et en fin de compte, après, il va suivre justement aux alentours de sa 2e année, sa 3e année, sa 4e année, sa 5e année. Il aura des contrôles, toute sa formation et toute sa après, son post-certification sera jalonnée de contrôle tout au long de ces 7 ans. C'est pour ça que le certificat aujourd'hui, il est valable peut-être 7 ans d'un point de vue juridique, mais si les opérations de contrôle ne donnent pas satisfaction, ils peuvent justement être révoqués de leur certificat si les opérations de contrôle ne sont pas satisfaisantes. On sent que c'est quand même très exigeant, tout cela. J'imagine si certaines personnes nous écoutent en se disant « moi j'aimerais bien devenir diagnostiqueur, mais le parcours m'a l'air compliqué ». Non, en fait, c'est pas si compliqué que ça. Non, c'est pas compliqué. C'est ce qu'en fait, comme disait tout à l'heure Henri, c'est un métier qui se professionnalise. Ouais, il faut devenir rigoureux. Voilà. Moi, je peux attester que les jeunes, puisque tous les jours, je vois des jeunes qui s'engagent dans la filière de l'immobilier. Pas dans ce métier-là, puisque mon école n'y forme pas, et aujourd'hui, les écoles immobilières ne préparent pas au métier de diagnostiqueur. Elles le feront quand il y aura des cycles longs. Je pense à un BTS, il est préconisé dans le rapport, à des bac plus 3, bac plus 5. Bon. Vous en avez tenu compte de tout cela, justement, dans votre rapport, bien sûr. Et très clairement, moi, je peux attester que les jeunes ont envie de faire ce métier-là, et aussi des moins jeunes, ça c'est la reconversion. En tout cas, ce métier, il est attirant. Il est attirant parce qu'il porte des enjeux très importants, dont la transition environnementale, mais pas seulement. On a bien parlé des risques, amiante, plomb. C'est la maîtrise des risques divers et variés sanitaires. Ils ont la dimension sanitaire, voilà, avec une utilité publique de ces métiers qui ne fait pas de doute. Donc, ils sont très, très attractifs. Et je pense que les barrières à l'entrée, il y en a. Ce qui a été décrit, c'est une barrière à l'entrée. Heureusement. Et que n'importe qui ne peut pas demain manier les logiciels et aller faire ce travail-là. Mais ces barrières, elles sont normales, elles monteront, moi je le dis très clairement. Si demain il y a des bac plus 5 qui se multiplient, parce que ça peut mériter ce niveau-là, avec des perspectives de management, de création d'entreprise, mais ces barrières, elles seront franchies, on a envie de faire ces métiers, c'est clair. Alors justement, on va avoir dans un instant le témoignage de Farah, c'est important parce que vous avez étudié justement au Wedge Institute et puis vous avez monté votre société, on va en parler dans un instant, mais juste un mot, parce qu'on évoque cette formation, on évoque bien sûr les examens. Farès, quel est le rôle de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages dans l'organisation des examens ? Alors aujourd'hui, pour le sujet du DPE, on prend l'exemple, c'est qu'aujourd'hui, à une certaine époque, on va dire chaque centre de certification devait répondre à des critères de certification définis par arrêté de compétences et devait répondre à des items qui étaient déjà définis par arrêté de compétences. C'est-à-dire aujourd'hui, le ministère a voulu reprendre la main un petit peu sur ces examens, s'assurer justement de la compétence des futurs diagnostiqueurs qui arrivaient sur le marché et éventuellement des anciens, pour ceux qui repasseraient éventuellement ces examens pour monter en compétences ou au contraire repasser une certification qu'ils auraient pu perdre. Aujourd'hui, la DHUP tient bien son rôle, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris quand même le problème à bras-le-corps pour s'assurer justement qu'ils puissent rien avoir à le reprocher, justement du niveau des personnes qui vont atteindre cette certification de diagnostiqueur DPE et a fortiori aussi auditeur énergétique, parce que ce sont deux domaines qui sont liés les uns les autres, et à créer ce qu'on appelle un référentiel de questions avec le CSTB, en accord aussi avec certains centres de certification qui ont été autour de la table, pour pouvoir justement avoir ce qu'on appelle les meilleurs examens, les plus renforcés et les plus complets en termes de connaissances et aussi en termes d'outils plutôt faciles à utiliser, avec ce qu'on appelle une banque nationale de questions avec des items différents et variés en termes de difficulté pour qu'on ait justement un examen national et qu'il ne soit pas plus facile de passer une certification entre guillemets chez l'un ou chez l'autre en fonction de son type d'examen. Voilà, donc c'est ça qui a permis aussi de renforcer, est-ce qu'on a une cohérence aussi, une cohésion entre chaque organisme certificateur. Alors Farah, je le disais, vous êtes une ancienne élève de Wedge Institute et aujourd'hui vous êtes à la tête de Diagnova. Qu'est-ce qui vous a amené vers ce métier et comment ensuite s'est passée votre formation ? Alors, initialement, je viens d'un tout autre univers. Donc, j'ai été gestionnaire de portefeuille client dans une start-up dans l'informatique.
Je pense que mon background informatique m'a permis d'aller vers cette formation plus facilement, parce qu'on parlait beaucoup de certification. Donc vous étiez dans le milieu de l'informatique. Oui. C'est ça. Et vous avez eu à un moment donné la possibilité de découvrir ce métier-là. J'ai eu la possibilité de découvrir ce métier. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé les investissements immobiliers quand j'avais 22-24 ans à peu près. Okay. J'étais dans l'IT au Luxembourg, j'avais une bonne position, mais j'avais un besoin, c'est que je devais comprendre mes investissements. Je voulais comprendre pourquoi j'étais notée A, B, C, D, E, F ou G. Qu'est-ce qui pouvait mieux valoriser mes biens immobiliers ? Donc, je me suis rapprochée donc, de Wedge et j'ai quitté mon travail au Luxembourg. Carrément. Ouais, j'ai quitté totalement. Donc vous avez eu un déclic, il s'est passé quelque chose ? Qu'est-ce que... Le déclic, c'était vraiment comprendre la valorisation de mon bien. Ouais. Avant, on achetait un bien, on se souciait de l'endroit où il était situé, le quartier, on rénovait les cuisines, les salles de bain. On faisait une belle plus-value là-dessus et puis on passait à autre chose. Maintenant, le DPE a un impact beaucoup plus important sur la valorisation d'un bien immobilier. Il peut dévaluer, clairement, ou il peut réévaluer. Donc moi, j'avais cette envie, c'était de réévaluer mes investissements immobiliers à la hausse et comprendre comment les réévaluer. Donc je m'étais dirigée vers cette formation initialement pour ma propre compréhension. Et finalement, après cette formation, j'ai vu cet univers totalement différemment, qui était très proche de l'informatique dans le sens où c'était une formation continue. Oui. Ce qu'on expliquait, enfin ce que Fares expliquait tout à l'heure, le fait de se certifier régulièrement, de repasser des examens, d'être contrôlé, c'était exactement ce que je faisais dans l'IT à l'époque. C'est-à-dire que chaque année, je repassais des examens pour une valorisation de mes connaissances, et c'est ce que j'ai aimé. Le fait d'être en constante apprentissage. Et puis j'ai décidé de me lancer après cette formation. Mais c'est intéressant ce témoignage parce que justement voilà on a l'exemple véritablement concret aujourd'hui dans cette émission de quelqu'un qui a passé le cap et qui a c'est presque une vocation, je dirais, on peut dire ça ? Oui, clairement. Ouais. Clairement. J'avais regardé un peu mes emails et puis quand j'avais 24 ans, j'en ai 34, donc c'était il y a quand même 10 ans. Voilà. J'avais envoyé, je m'étais exactement. je m'étais lancée, j'avais commencé mon poste d'ingénieur technico-commercial au Luxembourg. Et puis, j'avais commencé mes investissements à ce moment-là. Et je me suis dit, j'aimerais essayer de comprendre tout ce qui était DPE. J'avais envoyé un premier email, donc j'ai la trace de mon premier email que j'avais envoyé il y a 10 ans en arrière à Wedge, où j'avais demandé des informations sur la formation et quelles sont les compétences, les acquis. Bon, j'ai évolué et je suis contente d'avoir évolué dans un premier temps comme ça, parce que ce qui m'a permis de monter ma société 10 ans après, c'est aussi d'avoir eu des connaissances, des investissements supplémentaires et puis une maturité que j'avais pas il y a 10 ans en arrière, clairement. Comment vous qualifieriez la densité de la formation ? Alors, je la qualifierais de exigeante, dense. Ça demande pas mal d'investissements personnels. Clairement, quelqu'un qui se lance dans une formation comme celle-ci a besoin de travailler en dehors, pas que durant les cours. Donc, il faut vraiment s'y atteler. Une vraie motivation, quoi. C'est une vraie motivation. On ne peut pas se lancer dans une formation comme ça en se disant « oui, bon, je suis les cours et puis on verra, je passerai les examens ». Non, on a besoin de s'entraîner également, de faire pas mal de cas pratiques. Et c'est vrai que, pour ma part, j'ai quand même été super bien accompagnée chez Wedge. Pour le coup, avant et même après avoir passé mes examens. Donc là où j'ai eu beaucoup de chance, mais je pense que c'est dans l'ADN de Wedge, c'est que après, quand on se lance dans une société, donc hormis les aspects administratifs, commerciaux, etc. du lancement d'une société, il y a aussi les aspects juridiques et puis les aspects qui sont liés au diagnostic. C'est vertigineux.
c'est vertigineux. La responsabilité qui est sur les épaules d'un diagnostiqueur, elles sont énormes, clairement. Ouais. Je pense que je me trompe pas là-dessus. Et le fait d'avoir quelqu'un au bout du fil qu'on puisse appeler et qui soit disponible, et franchement, honnêtement, ils ont été disponibles, je pense même en dehors de leurs horaires d'ouverture. C'est une question, écoute, j'ai une question là-dessus, comment je dois prendre cet élément, puis d'avoir quelqu'un de qualifié derrière qui nous dit tu peux faire ça, attention, tu dois régler ça comme ça. Donc c'est vrai qu'on a un accompagnement pendant, mais également après, et c'est ça qui est top. C'est pas pour rien que des franchises, je fais pas de publicité, je dis juste que le concept de franchise, il compte. Dans les métiers à forts enjeux difficiles au début et même après, on voit apparaître des franchises qui accompagnent. Donc les franchises accompagnent, les grandes entreprises accompagnent leurs salariés. Moi, je suis allé voir, donc je le dis vous avez fait du terrain conscience. Pour votre rapport, et puis, oui, bien sûr. Et j'ai auditionné, j'ai rencontré. Et puis, bien sûr, c'est une profession qui permet la création d'entreprises. Voilà, on en a un exemple, mais il y a beaucoup de jeunes, même de jeunes, à 34 ans on est jeune, et puis bien sûr quand on a 45-50 ans, a fortiori on peut se sentir mûr pour ça, donc on crée l'entreprise. Mais il y a une solitude du créateur d'entreprise, qui est à la fois diagnostiqueur et qui doit aussi faire la gestion à proprement parler, continuer à se former. Donc cette solitude, il faut la réaliser, et c'est bien d'accompagner pour faire le service après-vente, si je puis dire, de la formation, je trouve ça très bien, mais d'une manière générale, on verra un secteur dans lequel il y aura sans doute de plus en plus de créateurs d'entreprises. On va en parler de la création d'entreprises. Vous vouliez rajouter quelque chose, Farah ? Oui, je voulais rebondir là-dessus, justement. Le fait, c'est que je ne viens pas d'un milieu immobilier, que je n'ai pas exercé en France en début de carrière, donc j'ai débarqué avec zéro réseau. Donc je suis partie de rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le fait d'être formée à Wedge, ça m'a développé et ouvert un réseau énorme. C'était ma crainte au début, c'était de me lancer dans quelque chose où j'étais toute seule, où j'allais être toute seule. Et c'est vrai que ça m'a permis de nouer des partenariats très, très, très importants sur le secteur et sur la France. Diagnova dans un instant, mais j'ai envie d'avoir sur votre parcours les retours aussi alors Henri l'a fait bien sûr, mais Henri, dès que vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, vous êtes toujours, vous le savez, c'est important. J'ai tendance à ne pas m'en priver, mais c'est bien de me le permettre. Karine, et Farès, j'aimerais bien avoir votre avis aussi. Karine, c'est un parcours exemplaire, celui de Farah, ou vous en avez plein comme ça? L'appartement témoin, comme on dit dans les médias. C'est ça. Farah, elle fait partie effectivement de nos parcours modèles, un investissement sans faille, une super motivation, une dynamique même dans le groupe, à porter les autres, à s'intéresser, à toujours aller au-delà de ce qu'on lui demande. Et c'est ce qui fait aujourd'hui que dans le cadre professionnel, on peut dire qu'elle excelle aussi aujourd'hui. Et elle parlait aussi de toujours monter en compétences. Et c'est aussi ça qui est important, c'est la capacité toujours de monter en compétences au-delà des formations continues qui sont obligatoires. Ils ont ces formations continues obligatoires, donc ils vont les suivre, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent permettre de se diversifier, etc. Donc on a quelques beaux parcours comme ça au sein de Wedge, et c'est aussi dans nos valeurs et dans nos envies de les accompagner aussi bien donc au début, donc comme je le disais tout à l'heure, c'est-à-dire de leur proposer un parcours de formation qui corresponde à leurs aspirations, donc de les accompagner dès le départ, d'essayer de faire un maximum d'individualisation. Mais on prend tout le monde chez Wedge, ou il y a peut-être une petite sélection au départ? Alors, vous savez comment ça se passe? Je ne peux pas dire qu'on prend tout le monde. Ceux qui sont gentils. Des fois, on peut être gentil au départ et puis moins l'être après. Donc bon, c'est pas forcément un bon critère. C'est pas faux. Et l'inverse. Voilà, ou l'inverse, effectivement. Non. Donc dans un premier
premier temps, effectivement, quand ils vont nous contacter, il va y avoir un dossier de candidature, il va y avoir un entretien individuel pour justement s'assurer de leur projet, de leur parcours. Certaines personnes viennent et sont intéressées de prime abord par le métier avec tout ce qu'on entend, etc. Et finalement, en discutant avec eux, on se rend compte que c'est pas du tout ce qui leur correspond et ce qui leur convient. Ils ont des fois des idées reçues, préconçues. Donc c'est aussi notre rôle dans un premier temps de s'assurer qu'ils ont la capacité, l'envie, la motivation et que ça correspond bien pour suivre le parcours. Bien sûr. Donc ça, c'est déjà une première étape avant qu'ils intègrent les différents dispositifs de formation. J'ai auditionné une petite dizaine de personnes qui avaient choisi cette filière jeune ou moins jeune. Voilà. Je voulais savoir, il y a une grande diversité de profils. Ça, c'est d'ailleurs la caractéristique de l'immobilier. On voit arriver des personnes très diverses qui se trouvent dans ce secteur-là. Parfois en étant passées par d'autres métiers, c'était pas ça. Moi, je suis étonné de cette qualité du métier de diagnostiqueur qui récupère comme ça des talents très divers. Et c'est pas gênant de venir d'univers lointain, hein. A priori, les formations, très vite, vous mettent dans le moule, quoi. On dira un mot sur la VAE. Oui, vous vouliez rajouter, Karine. Je rebondis un petit peu en disant justement, certaines personnes viennent d'un horizon qui est des fois à l'opposé. Hein. Je vais donner des exemples. Hein. Des personnes qui étaient dans la restauration, en boulangerie par exemple. Donc, on n'est pas du tout dans le même domaine d'activité. Du tout. Et ces personnes au départ se disent peut-être, ça arrive, hein, comment je vais m'en sortir, etc. Contrairement à d'autres qui sont déjà issus du bâtiment, on se rend compte que les personnes qui viennent d'un horizon lointain s'en sortent des fois beaucoup mieux que des personnes qui vont être déjà du métier parce que souvent, moi je sais, etc. Parce qu'ils doivent mettre les bouchées doubles quelque part, en fait. Exactement, il y a un investissement différent et quand on est dans vraiment une reconversion professionnelle, il y a un réel engagement et c'est ça aussi qui fait aussi la force de tout ça. Alors Fares, justement, vous nous l'avez expliqué tout à l'heure, vous vous occupez vraiment du suivi. Ensuite, alors là, on a vu la motivation de Farah et ce que nous expliquaient Karine et Henri également, des personnes qui ont envie vraiment de faire ce métier, qui partent avec cette idée-là, qui sont motivées. Après, est-ce que cette motivation reste dans le suivi, puisque vous êtes chargé de contrôler un petit peu tout ça chez FedExpert aussi? Exactement. Donc nous, en fait, on voit indirectement, déjà, on le voit aux examens, parce que quand on voit les résultats des personnes aux examens, on voit, on va dire, qui a travaillé et qui n'a pas travaillé. Et après, justement, ce qui est bien, c'est que contrairement aux idées reçues, les contrôles aussi post-formation en cours de certification qui permettent aussi de vérifier les connaissances, on voit aussi les personnes qui continuent à s'investir et les personnes qui baissent un peu de pied. C'est pour ça que les contrôles aussi sont là pour ça. Ils sont pas là pour sanctionner, parce que des fois, il y a eu toujours une critique envers les certificateurs. Ils disent oui, mais ils sont là que pour nous taper sur les doigts, un peu comme les policiers quand ils mettent un PV, c'est une infraction. Aujourd'hui, un policier qui a sermenté, si vous ne grillez pas le feu rouge, vous ne mettez pas un PV parce qu'il a envie de se faire plaisir. Et nous, c'est à peu près pareil. C'est qu'en fait, compte, à un moment donné, si il y a différentes issues à un contrôle qui ne fonctionne pas. Il peut y avoir un contrôle... Ils sont inopinés, ces contrôles, ou comment ça se passe? En fait, ils sont définis, on va dire, de par arrêter dans la fréquence. Par contre, exactement, ils sont inopinés. C'est-à-dire qu'en fait, compte, le diagnostiqueur, il fournit un planning à son certificateur qui mandate un examinateur après qui est compétent. Et il peut... aujourd'hui, la DHUP nous avait transmis les consignes d'essayer d'intervenir, on va dire, un peu par effet de surprise. On n'est pas non plus pour arriver comme ça le jour au lendemain, parce que ça se planifie à minima. Mais on peut prévenir sur le diagnostiqueur, par exemple, qui donne son planning de la semaine et dire, peut-être semaine, je peux passer du lundi au vendredi sur tel et tel type de mission qui vous est concerné. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on n'est pas les gendarmes ou quoi de la profession, c'est pas sans ça qu'il faut le voir, c'est plutôt dans le maintien des compétences. En fait, normalement, un diagnostiqueur, il doit être content de passer ses contrôles, il doit être content, parce que ça fait un peu le ménage quand même sur l'échelle de valeur par la suite. Ce que dit Fares est très important. Il ne faut pas se cacher aujourd'hui. Moi, je fréquente beaucoup de diagnostiqueurs de tous âges, qui a un abattement dans une partie de la profession, qui se sent, il y a la question de l'image, parce qu'avec la responsabilité, il y a les critiques, le moindre DPE qui est pas bien fait, ça vient rejaillir sur toute la profession, et ça c'est dur. On connaît ça chez les syndics, chez les agents immobiliers, mais voilà. Donc c'est dur d'entrer dans une profession et puis de se sentir pas assez estimé collectivement. Deuxièmement, la question des contrôles. Il faut pas mal l'interpréter, mais
il faut mesurer aussi que pour un entrepreneur qui doit être au four au moulin, allez, il va être contrôlé, ça pèse. Il peut se trouver sanctionné, enfin au sens où il va devoir corriger ses pratiques, etc. Donc il y a toute une didactique à faire. Ça va avec la responsabilité, tout ça. Dans toutes les professions à haute responsabilité, il y a ce chemin de contrôle, de sanctions réparables, hein, voilà. Et c'est pas pour stigmatiser ou écœurer les gens, mais il y a ça, et plus les réglementations qui bougent beaucoup. Les diagnostiqueurs, ils se sentent à tort visés, et on veut... Peut-être parce que les exigences étaient importantes aussi. Oui, et puis que voilà, ça va avec la construction de la profession et les enjeux. Mais il faut prendre la mesure qu'il y a un discours à avoir, les organisations professionnelles l'ont, ce discours, peut-être pas encore assez, pour dire, écoutez, soyez fiers de faire ce métier-là. Alors, quand des choses sont excessives, tatillonnes, l'administration, quelquefois, elle s'égare un peu là-dessus. Hein. Bon, il faut savoir, je disais, il faut caler toute la profession qui va lui dire, non, ça sert à rien, ça, c'est mal ajusté. Les questionnaires, effectivement, pour passer les épreuves, et on a connu des aberrations, hein, des choses. Tu vois, il y a des questions. Il faudrait les comprendre déjà pour apporter la réponse. Vous voyez, bon. Ça. Alors ça, ce sont des défauts. Mais quand vous êtes en situation de passer l'examen, il y a un malaise autour de ça. Donc il y a des choses évidemment qui doivent être maîtrisées, corrigées, améliorées, mais globalement, cette profession, elle va devoir vivre avec cette pression positive. Vous savez, les médecins l'ont, enfin toutes les professions en jeu, hein, voilà, c'est comme ça. Hein. C'est exactement ça. Oui, Fares voulait rajouter quelque chose. C'est exactement ça. Moi, ce que j'ai toujours, c'est ce qu'on appelle le stress positif, dans le sens où, en fait, on se dit, de toute façon, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, tu dois travailler comme si tu avais une caméra qui te filmait en permanence. Absolument. Et comme ça, tu ne perds pas les bons gestes. Et c'est ce qui permet aussi d'avoir un bon rapport avec ses clients. Parce qu'en fait, quand vous avez moins de failles dans vos diagnostics, c'est ce que je disais toujours, c'est comme disait tout à l'heure Henri, c'est qu'en fait, il ne faut pas prendre ça comme une punition parce que ça va vous valoriser. Et les personnes qui vont rester tout au long de ces 7 ans, ben voilà, moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas de sinistre avec mon assurance. Moi, je fais mes formations, je suis à jour. Si j'ai un contrôle, j'ai fait une erreur, je la corrige. Et en fait, ça va valoriser sa profession et ça va forcément valoriser la valeur de ses prestations, ça va valoriser son sujet d'affaires et son accroissement, tout simplement. Les assureurs eux-mêmes, c'est très important ce qu'il dit. Hein. Les assureurs en responsabilité civile professionnelle, évidemment, les diagnostiqueurs sont porteurs de cette assurance. Certains sont sortis du marché, d'autres sont très vigilants sur le rapport sinistre à prime. Et là aussi, vous avez une lecture. Ils vous envoient des statistiques, ils vous renvoient des statistiques qu'il faut lire. Et si vous avez 10 collaborateurs, voilà, je le souhaite à ceux qui s'installent. Ben après, il faut que la qualité de l'entreprise ne soit pas prise en défaut. Donc, il faut suivre ça au cordeau et dire à quelqu'un, écoute, là, ça fait 3 sinistres dans l'année, ça va pas marcher, quoi. Hein, et un assureur peut résilier, hein, faut pas oublier. Donc c'est important. Farah, vous ressentez tout ça aussi Oui, clairement. Alors, pour le coup, moi, j'ai fait partie de la génération, entre guillemets, qui a eu le droit au contrôle sur ouvrage. Donc, voilà. Pour ma part, je ne l'ai pas vécu d'une façon... d'une réprimande ou une façon administrative où on vient, on contrôle et puis on se demande. Je pense qu'au bout d'1 an, par exemple, on a besoin que une personne tierce qui connaît le métier depuis 10 ans, plus de 5 ans, je crois que c'est plus de 5 ans pour les contrôles. Voilà, les personnes qui contrôlent. Plus de 5 ans c'est ça. Que c'est le moment justement où on peut poser des questions à ces personnes-là parce que elles seront plus à même que n'importe qui à répondre et ils voient des cas beaucoup plus nombreux que nous, vu qu'ils contrôlent beaucoup plus de diagnostiqueurs. Donc c'est, pour moi, je saisis ça, ou en tout cas j'ai saisi ça plus comme une occasion d'avoir quelqu'un et puis de dire voilà. Mais c'est pas une punition, c'est plus voilà. Moi je l'ai pas pris comme une punition et il faudrait pas le prendre comme une punition, pardon. Et je vais aller un peu plus loin. La problématique de certains diagnostiqueurs, c'est qu'ils ont une mauvaise connaissance du DPE. Donc c'est des encodeurs, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils encodent. Donc admettons, on a un logiciel, on va dire voilà le mur il fait telle dimension, on va bêtement le faire et on comprend pas en fait l'impact qu'a un mur en moellon versus un mur en briques et je pense que c'est là où
on devrait avoir, on va dire, un poids là-dessus pour pouvoir expliquer ça aux clients. Un DPE, ça s'explique. La plupart du temps, on n'explique pas les DPE. Ce qui se passe, c'est que ces derniers temps, j'ai eu, surtout depuis janvier, souvent en janvier, on arrive où tout le monde veut réévaluer le diagnostic, le DPE qui a été effectué parce que il n'est pas bon. Mais les acquéreurs ne comprennent pas que les vendeurs ont donné des documents aux diagnostiqueurs, que le DPE est en fonction de certains documents, des factures. Donc, il n'a pas été expliqué en amont, il n'a pas été expliqué également par les notaires. Les documents qui ont été utilisés sur un DPE n'ont pas été fournis au moment de l'acte de vente auprès des notaires, ce qui engendre des gros problèmes par la suite, où on a envie de dire « Ah le DPE, il n'est pas bon », et on se retrouve avec un DPE en G, un DPE en D. Le DPE en D n'est pas forcément un DPE de complaisance. Le diagnostiqueur a eu des documents que le deuxième diagnostiqueur n'a pas eu ces documents. Donc, il y a un delta qui est énorme et je pense que là, on a un rôle très important à jouer. Et c'est important ce que vous dites. Alors, si je comprends bien, vous allez me dire, Henri, Karine, et Fares, bien sûr, si je comprends bien, il faudrait que des professionnels de la construction du bâtiment puissent intervenir aussi dans la formation pour expliquer certaines choses. Alors, c'est le cas. Ouais. Les enseignants, évidemment, sont recrutés pour l'essentiel dans l'univers du bâtiment. Il est clair que même les formations qu'on va qualifier de courtes, qui existent aujourd'hui, alors qui peuvent aller jusqu'à 4-5 mois, on va dire en moyenne, si on veut l'ensemble des certifications, si on veut pouvoir apporter l'ensemble des services, surtout les diags, ça va être 3 mois. Bon. C'est très dense. Moi, j'ai entendu des témoignages, je l'ai rapporté, dans ce que je rends dans quelques heures officiellement au ministre, pour te dire. D'accord. Il en a eu connaissance avant, mais c'est éminent. J'ai rapporté que certains trouvaient que c'était trop dense même. Ceux qui ne viennent pas de cet univers, la compréhension de comment est fabriqué un immeuble, parce que c'est de ça qu'on parle, c'est ça. Pour pouvoir l'expliquer et pour que la relation client soit saine. Aujourd'hui, elle est complexe. Il faut du temps et voilà. Moi, j'ai entendu que rallonger d'1 mois, par exemple, pour qu'il y ait une plus grande dilution, une plus grande patience, serait bienvenu. Alors, ça coûterait plus cher, ça pose divers problèmes, mais voilà, je l'ai mis dans le rapport. Je pense qu'aujourd'hui, il faut se méfier d'une excessive densité qui peut conduire à des échecs lors des examens. Alors, il faut les repasser, mais surtout à un peu quand on mange, il faut pas manger trop vite. Faut voilà pour digérer toutes ces connaissances. Et puis deuxièmement, il est certain que l'une des missions de diagnostiqueur, c'est la didactique de la clientèle. Expliquer les choses. Combien de malaises, de critiques aujourd'hui sur le DPE par exemple, mais pas seulement, viennent de là. Le notariat, c'est très juste. Le notaire, il a un rôle déterminant en bout de course pour l'acquisition. Alors, pas pour les locations, sauf exception, mais pour l'acquisition, et qui est un acte très, très, très engageant pour l'acquéreur. Moi, je suis étonné. J'ai assisté à des signatures pour des proches, bon. Et je l'ai dit au notariat, le regard qu'a longtemps porté le notariat, ça va mieux, sur ce qu'est un diagnostic, n'était pas le bon. C'était, je disais, le diagnostiqueur parasite, qu'est-ce qu'il vient faire là ? Et le diagnostic, on le feuilletait avec dérision, en disant, écoutez, je m'abstiendrai de vous le lire, vous pensez bien que votre ville n'est pas soumise au séisme, etc. Ben oui, mais il y a des villes soumises au séisme, et beaucoup plus nombreuses qu'on le croit. C'est pas la peine d'être dans certaines villes de montagne. Bon, on voit aujourd'hui que les phénomènes d'élasticité des terrains, retrait gonflement des argiles, ils portent sur 1/3 du territoire, c'était 10% il y a quelques années. Bon, donc, on a tourné en dérision ces diagnostics qui sont vitaux, pour beaucoup, vitaux. S'il y a du plomb, eh bien, un enfant peut décéder. Enfin voilà, si une électricité, si une installation n'est pas aux normes, les risques d'électrocution, etc. Donc, ce sont des choses extrêmement sérieuses, pas dramatiques. Tout se répare dans un bâtiment. Tout se répare. Un diagnostic qui se redresse, une installation qui n'est pas aux normes, on la met aux normes. C'est pas un problème. Mais il faut que les professions qui crédibilisent l'acte, le travail du diagnostiqueur, s'y collent. Et entre toutes, il y a l'agent immobilier, il y a l'administrateur de biens et il y a le notaire en bout de course.
Alors, on comprend bien qu'en fait, le DPE fait vraiment partie du processus processus total de la construction. C'est pas quelque chose à part, c'est quelque chose qui est inclus, qui est véritablement... Ça, c'est des choses que j'imagine, Karine, que vous mettez en avant dans les formations que vous présentez aussi. Oui, tout à fait. De toute façon, aujourd'hui, même quelqu'un qui vient pour faire une formation en diagnostic immobilier, la première chose qu'il a en tête, c'est le DPE. Voilà. On oublie un peu trop les autres diagnostics qui ont tout aussi leur importance. On parle de plomb, l'amiante, etc. C'est aussi important. Donc effectivement, il y a une forte demande sur la formation en DPE et souvent même toute seule, qui est demandée. Où là justement, on va les accompagner parce que on peut pas, aujourd'hui se lancer juste sur du DPE comme ça. Il y a tout un chemin à faire avant. Fares, vous êtes d'accord avec tout ça, bien sûr? Oui, je suis d'accord, en fait, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle tout à l'heure des diagnostics dits à risque. On est sur des professions, on va dire, qui doivent garantir le respect aussi de santé publique. Donc, en fait, à partir du moment où on est garant de la sécurité des biens et des personnes, c'est vrai que techniquement, le diagnostiqueur, il doit être vraiment à l'affût de ces raisons-là. On parlait tout à l'heure de l'assurance RC Pro, et puis on parlait aussi justement de toutes ces caractéristiques de santé publique, où c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle que du DPE parce qu'il y a une valeur vénale, c'est ce qui intéresse des fois le plus, mais c'est vrai qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des gestions, où il y a des accidents peut-être graves immédiats qui peuvent intervenir, diagnostic gaz, où vous pouvez avoir une intoxication monoxyde de carbone, il peut y avoir des dangers un peu plus subis, notamment le diagnostic électricité aussi, pour la partie justement incendie et autres. C'est pour ça qu'en fait le diagnostiqueur a une grosse responsabilité et une bonne responsabilité, parce qu'en fait aujourd'hui c'est un métier qui est noble en soi, parce qu'on assure quand même la sécurité des biens et des personnes. Et aujourd'hui, Henri le disait, c'était succinct, c'est le bout de papier. C'est aujourd'hui les gens apportent, ils vont faire un contrôle technique automobile parce qu'ils ont peur de pas avoir de frein, mais peuvent rentrer chez eux le soir avec un diagnostic gaz défaillant et peuvent avoir une intoxication monoxyde de carbone. Voilà. Alors que non, c'est pas un bout de papier. Et puis j'invite aussi toutes les personnes qui sont dans la chaîne, même les locataires, à regarder sur leur diagnostic ils sont cohérents, s'il y a des choses, même les propriétaires aussi, parce que on disait tout à l'heure, c'est pas parce que le diagnostic il est mal fait, pas à jour, qu'il faut le mettre au fin fond d'une poubelle et le cacher. Il faut se mettre en avant. Regardez, moi je fais les choses dans les règles. J'ai mis un diagnostiqueur, il les a mis à jour. Je suis en règle par rapport à la réglementation. Je loue ou je vends en règle, et ça aussi va désengorger certains tribunaux, parce qu'il y a beaucoup de cas, notamment suite à ce genre de problème. Il y a la question, je voudrais parler d'argent en 10 secondes. Il y avait un rapport du Conseil national de l'habitat, je faisais partie du groupe de travail, il y a 3 ans de ça, sur le DPE et bien sûr le métier de diagnostiqueur. J'avais tenu, et on m'avait écouté, à parler d'argent. Cette profession, il faut qu'elle soit correctement payée. Les actes diagnostiques, ils sont à forts enjeux, donc il faut qu'ils soient correctement payés. C'est tout un débat avec les médecins. Est-ce que nos médecins sont assez payés? Je crois pas. Et moi, je comprends, quand les honoraires seront libres, qu'on me demande 50 € pour s'occuper de ma santé. Voilà. Bon. Et le public, mais parce qu'il y a eu ces discours de dévalorisation au plus haut niveau, il voudrait que le DPE, 30 € ce serait mieux que 100 €, et 100 €, c'est mieux que 150 €. J'imagine que le travail n'est pas le même en fonction c'est le problème, des mètres carrés. Parce que c'est de la formation, c'est de la formation continue, c'est du matériel, et c'est du temps. Ouais. C'est du temps. Donc tout ça, ça s'appelle une prestation, et je dis aussi que cette profession, elle mérite d'être correctement rémunérée. Il faut se méfier du moins de 10 ans. C'est une mauvaise tentation, et pour les professionnels et pour ceux qui achètent leurs prestations. Lara, vous qui venez de créer votre société Diagno, vous l'avez créée il y a pas longtemps, je crois. Il y a 2 ans. Je suis sortie de formation et j'ai créé la société tout de suite après. C'était facile d'ailleurs La création de société, dans notre secteur, oui, mais je sais que certains tribunaux de commerce sont plus lents que d'autres. Pour ma part, ça a été assez facile, la création de société, mais j'avais l'habitude de chiffres. Je nais d'un milieu qui a fait que la création de société a été facile. C'est pas le cas pour tout le monde. J'ai mal exprimé ma question. Je parlais pas de l'aspect pratique de la création de la société, mais de se lancer justement, comme le disait Henri tout à l'heure, on part tout seul. Cette indépendance. Elle présente, quand on se lance dans n'importe quel projet, on est craintif, on a des a priori, et c'est jamais facile au début. Mais de ce que j'expliquais de mon parcours précédent,
ça m'a permis à ce que ça soit facile. Sur ma formation, enfin en tout cas sur la plupart des personnes qui étaient dans la formation avec moi, on est peut-être 10% à s'être lancés en tant que chef d'entreprise et partie de zéro. D'autres se sont lancés, mais un an après, et puis ils avaient besoin d'être rassurés un peu plus sur le terrain, etc. Donc oui. Est-ce que la finalité, c'est de se lancer, justement, Karine, lorsqu'on fait la formation chez Wedge, par exemple, ou est-ce que de plus en plus. De plus en plus. Mais après, comme Faral dit, et puis c'est aussi un exemple, tout le monde n'a pas la capacité de se lancer tout de suite. Et nous, on est là aussi en tant que conseillers dans leur parcours. Il y a des profils où on le voit, effectivement, ils vont avoir cette capacité à se lancer et on les accompagne derrière, bien entendu. Pour d'autres, on va plutôt leur dire d'être salariés d'entreprise, de d'abord apprendre vraiment davantage le métier, de faire leurs armes, et une fois qu'ils auront, on va dire, assez de bouteilles dans le métier, à ce moment-là, se lancer sur la création ou sur une franchise, par exemple, etc. Mais tout le monde n'a pas la capacité à se lancer tout de suite à la sortie de la formation. Bien sûr. Et si je peux rebondir là-dessus, quand on sort d'une formation technique, on est technicien. On n'est pas chef d'entreprise. Donc même si je sais que Wedge propose aussi une partie formation, si je ne me trompe pas, où on peut se développer la partie marketing, commerciale, un technicien n'est pas un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise n'est pas forcément un technicien. Donc, pour ma part, je pense que certaines personnes auraient... et puis, à tort, beaucoup de personnes se disent... Parce que le diagnostic a été mal... Enfin, en tout cas, le diagnostiqueur était mal perçu. Pendant des années, on se disait, oui, bon, auto-entreprise, je monte ma société, et puis je me lance, je me mets en micro-entreprise. Il y a vraiment des impacts légaux, ne serait-ce que par rapport aux assurances, etc., qu'il faut prendre en compte que dans une micro-entreprise, OK, on peut se lancer, mais il faut aller un peu plus loin. Et je conseillerais au moins d'être 2 ans salarié avant de lancer sa propre société. Si on n'a pas un background, on va dire, un peu plus commercial, un peu plus chef d'entreprise... ça permet d'augmenter son réseau en même temps. Ça permet d'augmenter son réseau. Et je pense que là où j'ai eu ma force, c'est que donc, j'ai monté un club affaires. Dans mon club affaires, j'ai invité des agents immobiliers, d'autres types de métiers de la profession. Ça nous permet de communiquer, d'échanger et de devenir une valeur ajoutée pour ces personnes. Avant, le technicien, le diagnostiqueur était vu comme on est obligé de le faire, on le fait. Voilà, on passe par lui et comme vous disiez tout à l'heure, on prend et bon, c'est bon. Et puis dans les actes notariés, j'en ai fait quelques-uns. C'est bon, vous avez vu les diagnostics, vous les avez tous lus, tout va bien. Bon, on peut passer, vous paraphez tout et on passe au sujet. Je vous dis bon les grandes lignes, alors que on doit aller un peu plus loin, on doit prendre le temps de cette lecture-là. Et ça veut dire aussi qu'il faut l'expliquer bien l'expliquer aux clients, ce que vous disiez tout à l'heure, les uns les autres, parce qu'effectivement, quand on signe un acte, bon, le DPE, ok. Pour l'expliquer aux professions qui viennent d'être citées, que j'ai cité aussi tout à l'heure, c'est-à-dire on va appeler ça alors non pas les prescripteurs, parce qu'il y a une indépendance du diagnostiqueur, mais enfin ceux qui sont intermédiaires, d'une manière ou d'une autre, qui conseillent les parties, jusqu'au notaire. Il faut que ces professions comprennent. Il y a du travail encore, je vous le dis comme je pense. Et je connais très bien ces professions, et j'en suis issu, et j'y forme, et c'est mon monde. Mais il y a encore du chemin à faire, et notamment pour que l'indépendance soit mieux préservée. Est-ce qu'il y a encore des professionnels de l'immobilier qui sont tentés de peser sur le diagnostiqueur, ce qui veut dire qu'ils ne considèrent pas son acte? Est-ce qu'on aurait l'idée d'orienter le diagnostic d'un médecin ? Non, parce qu'il y a une respectabilité du médecin. Le médecin, il vous dit ce qu'il a à vous dire. C'est pas toujours agréable, c'est même souvent assez choquant. À partir de là, on va trouver le traitement. Mais voilà, quand on est prêt à infléchir, ça veut dire qu'on considère que bon, il n'est pas vraiment estimable, ce qu'il fait n'a pas une grande valeur, ça rejoint la question du prix, on ne va pas s'embêter avec ça. Donc tout ça doit changer, ça a beaucoup changé, je ne veux pas donner le sentiment inverse, mais il y a du chemin à faire. Voilà. En tout cas, je retiens la chose, le diagnostiqueur, c'est le médecin du bâtiment, c'est ça? Ah oui, mais tout à fait. En tout cas, il fait une partie, il va maintenant, on le sait, jusqu'à des prescriptions également, de travaux, des indications de travaux, des scénarios. Ça ne veut pas
pas dire qu'il se substitue, on peut aller encore beaucoup plus loin, mais il fait une grande partie de ce que fait le Toubib, évidemment. Karine. Oui, je voulais rebondir et dire qu'on parle donc là de la formation du diagnostiqueur immobilier, mais je rebondis parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, toutes les professions annexes, connexes, devraient également être formées au diagnostic. Alors non pas à la réalisation, on ne va pas leur apprendre à aller sur le terrain réaliser, mais à comprendre justement la lecture d'un rapport. Les notaires, etc. Et je pense que ça, aujourd'hui, ça manque sur le terrain, dans les copros, dans les syndics, les notaires, agents immobiliers. Voilà. Ils auraient besoin aujourd'hui de suivre un petit peu, justement, aussi la formation. Rapidement, parce que le temps passe vite. Oui, ouais. et pour rebondir, justement, c'est ce qui fait aussi la valeur ajoutée de Diagnova, c'est que très régulièrement, que ça soit notaire, agent immobilier, j'organise des sessions formation. Donc, je réexplique les délais de prescription, etc. Enfin, en tout cas, les nouvelles réglementations qui ont été mises en place, et ils sont demandeurs. Donc, quand ils font bien leur travail, ils sont demandeurs. Et puis maintenant, on me sollicite assez régulièrement, par exemple, pour faire ce qu'on appelle des DPE projetés. Donc, des investisseurs qui se soucient plus maintenant de la valorisation du DPE, qui me demandent quel type d'isolation utiliser, etc., avant de réaliser le DPE final, avant la vente ou la mise en location. Fares, c'est, comme disait Henri tout à l'heure, c'est un bon appartement témoin pour la post-formation. Oui, en fait, vous avez, voilà, c'est un parcours, et je suis heureux qu'il y en ait beaucoup comme ça, mais c'est vraiment le parcours qu'il faut avoir. Aujourd'hui, en fait, il n'y a plus de place à l'approximation. C'est ce que je dis toujours. Aujourd'hui, on est une profession réglementée, les diagnostiqueurs le demandent, mais après, il faut le comprendre et que ça se mette en place. Je disais tout à l'heure, on n'est pas là pour donner que des mauvais points, mais on est là pour la montée en compétences et valoriser ce métier et monter en compétences. Aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, Henri le disait, vous avez d'autres diagnostics, notamment du bâtiment, qui s'appelle le DTG, donc le diagnostic technique global, qui lui est ouvert uniquement au Bac+3, et aujourd'hui, très récemment, le diagnostic structure ou structurel, en fonction de comment on l'appelle, pour éviter, soumis au Bac+5, donc des personnes qui ont plutôt un profil, on va dire aujourd'hui, master, ingénieur, etc. On a vu malheureusement les séries de balcons qui s'effondraient, dernièrement encore le plancher d'un immeuble ancien qui s'est effondré, et ce sont ces diagnostics-là, justement, quand on parle de Toubib, il faut voir que c'est une belle profession, parce qu'on peut éviter aussi des accidents, que ce soit corporel et malheureusement des fois mortel. Alors, il nous reste 5 minutes, j'avais encore plein de questions, mais on va pas avoir le temps de toutes les poser, mais c'est bien, on reviendra sur la 5e émission peut-être avec d'autres éléments. La VAE, on l'a un petit peu évoqué, Karine, vous l'avez dit tout à l'heure, donc on peut aussi venir d'un autre univers aujourd'hui et se former à ce métier, ces métiers de diagnostiqueur. Tout à fait. Je précise juste que la VAE, c'est pas forcément que dans le cadre d'une reconversion. Validation d'acquis d'expérience. Il faut déjà avoir une expérience professionnelle sur le terrain. Et avoir vécu les choses pour pouvoir justement suivre un parcours de validation d'acquis d'expérience. Pour faire rapide, la VAE, c'est pas retourner sur les bancs de l'école pour suivre une formation, c'est mettre en exergue son parcours professionnel, ses compétences, ses connaissances. Faire un état des lieux, en fait. Faire un état des lieux, exactement. On fait un état des lieux, on se pose, on fait une photo de tout ce qu'on a fait. Et à partir de là, on fait valoriser donc tout son parcours pour obtenir un diplôme, un titre RNCP qui est en adéquation avec son parcours professionnel. Et aujourd'hui, les titres de diagnostiqueur immobilier ou alors expert en digitalisation et exploitation de bâtiments, par exemple, là, qui a un niveau équivalent Bac+5, sont accessibles par la validation d'acquis d'expérience. Mais tout le monde ne peut pas forcément y prétendre. Il y a tout un travail préparatoire pour s'en assurer avant. Alors avant de conclure, et je vous demanderai à chacun, comme ça vous pouvez y réfléchir, une priorité pour la filière, en quelques mots rapidement, mais peut-être Henri, juste avant, j'aimerais qu'on dise un mot sur le plan relance logement qui a été présenté par le Premier ministre et le ministre de la Ville et du Logement, et notamment pour cette partie DPE, puisqu'on le sait, on manque de logements aujourd'hui, il y a beaucoup de souffrances en matière de location, c'est de plus en plus compliqué, donc on va un petit peu lâcher du lest, j'allais dire, sur le DPE. C'est-à-dire qu'on va autoriser des appartements aujourd'hui EFG, peut-être ? Alors, c'est bien, c'est pas bien Clairement, il faut composer entre la rigueur de la connaissance technique des biens, ça s'appelle les diagnostics. On ne va pas dévisser tous les boulons,
mais notamment, on sait qu'il peut y avoir des exclusions du parc locatif, ça c'est le DPE, et qu'aujourd'hui on est dans une situation tragique pour des ménages qui ne trouvent pas, qui vont rater un emploi, qui vont refuser un emploi parce qu'ils ne trouvent pas dans une ville, qui vont vivre dans des conditions sordides parce qu'ils devraient décohabiter d'un conjoint dont ils sont séparés mais ils ne peuvent pas se séparer. Bon voilà, ça c'est la vraie vie. Et quand on dit qu'il faut mettre un peu de souplesse, moi j'entends les associations de consommateurs qui disent « Ah mais c'est affreux, tout d'un coup on se moque de la protection du locataire, etc. » C'est pas ça l'idée, certainement pas. C'est pas de tomber dans l'indécence des logements, mais dire par exemple que dans une copropriété, si des travaux ont été votés, et jusqu'à ce qu'il soit réalisé avec un maximum de 3 ans. Voilà, c'est l'une des dispositions derrière ce qu'a présenté Vincent Jeanbrun. Le bailleur reste habilité à louer son logement puisqu'il sera amélioré. Je trouve pas ça fou. En revenir à un coefficient pour l'électricité de 1,9 alors qu'on était à 2,3 et que tous les pays étaient à 1,9, eh bien, le Premier ministre de l'époque, François Bayrou, a estimé que faire entrer des centaines de milliers de logements dans le parc locatif, c'était bien. Ce qui ne veut pas dire qu'on donne l'absolution à ces logements. Il faut les améliorer. Mais à l'instant T, aller expliquer à des locataires qui sont dans les files d'attente HLM parce qu'ils pensent qu'il y aura une solution, elle sera lointaine, et qui font le siège d'agences immobilières, qu'on va serrer tous les boulons et que la vie sera parfaite, mais qui ne trouveront pas de logement, eh bien, je vous souhaite du plaisir. Voilà, c'est ça. La vérité, elle est entre les deux. C'est ce qu'a expliqué Sébastien Lecornu avec son ministre du Logement, et je trouve ça très bien. Voilà, c'était important d'avoir votre avis sur ce sujet. Alors, rapidement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, en 15 secondes chacun, quelle priorité pour la filière? Qui commence, Fares? Je vais en parler à Henri. Henri, d'abord. La formation avec 2 sujets. Améliorer encore l'appareil existant, les formations courtes, on va dire, et puis créer des belles filières post-bac parce que désormais, c'est des professions auxquelles on veut vraiment se former sur le long terme et derrière réévaluer dans l'opinion et auprès des plus jeunes ce métier. Vous voulez rajouter quelque chose, Karine, Farah, vous êtes d'accord avec tout ça? Je rejoins ouais. Henri. Je rajouterais peut-être aussi, justement, dans ces parcours un petit peu plus longs, valoriser les parcours en alternance. Où on aura une... Ils se feront en alternance essentiellement. Je pense que sur ce métier-là, c'est aussi l'avenir. Vous l'avez dit, vous avez raison d'insister là-dessus. Et pour conclure, je vois juste aux diagnostiqueurs justement qui sont dans un beau métier, un métier qui a une forte croissance et qui doivent se mettre juste au diapason de ce qui est en train de se mettre en place au niveau de la montée en compétences, et je pense que tout ira bien pour eux par la suite. Il en manque 10 000, autant qu'on en a. D'accord. C'est important de dire Exactement. ça. C'est pour ça que c'est un marché profond et avec de belles perspectives. Merci vraiment à tous les 4 pour ces échanges qui ont été riches, encore une fois, dans cette émission. Bravo Farah pour votre parcours et merci à tous pour tout ce que vous faites. Vous êtes des gens inspirants, donc c'est très bien pour des émissions comme celle-ci. Je remercie également Jazz et Bat, nos super techniciens, Jason et Baptiste, et puis Grégoire Darico qui a produit cette émission. Merci d'avoir suivi cette émission encore une fois. À très bientôt pour un nouvel épisode des défis de la transition énergétique. Ce sera bien sûr avec FedExpert. Merci à tous. Les défis de la transition énergétique, une émission proposée par FedExpert. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.